Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast des clés de l'être. Et si l'exploration de la conscience s'ouvrait à chacun de nous? Ouvrez votre cœur et suivez-nous dans ce voyage passionnant. Nos podcasts vont bien au-delà de simples interviews. Grâce à une induction, le télépathe entre en pleine conscience de lui-même, de son environnement et du tout. Il accède ainsi à ce magnifique champ d'informations infini. Sans préparation préalable, il nous fait découvrir ses perceptions en temps réel, comme s'il nous racontait un film qui se déroule sous ses yeux. Je vous invite à vivre ce podcast en pleine conscience et à nous partager vos ressentis ou expériences de vie dans les commentaires. Si vous aimez cet épisode, likez-le et abonnez-vous à la chaîne pour nous aider à toucher toujours plus de monde. Merci pour votre soutien et bonne écoute. Bonjour Jennifer, nous sommes aujourd'hui réunis pour aller découvrir un sujet qu'on ne connaît pas et qui est juste pour cette exploration. Prends quelques instants pour te poser dans l'observation de tes sensations et accueille ce qui vient. Peut-être que le sujet va se révéler progressivement et tout est OK. En fait, ça m'emmène dans l'eau, dans l'océan, comme si j'étais une goutte d'eau de cet océan qui est à la fois unique. Je me sens unique, je me sens une conscience à part entière, on va dire. Et en même temps, je ressens le tout. Je ressens que je suis l'océan aussi. Et donc, ça me donne cette expérience d'être les deux à la fois. À la fois cette conscience unique et à la fois faire partie du tout. Dans un chemin d'incarnation d'être humain, qu'est-ce que cette expérience amène? En fait, c'est comme si pour nous, c'est pareil. Je suis un être humain avec une conscience unique, mais je fais partie d'un tout. Et je peux être en conscience de ce tout. Je peux ressentir ce tout, ce collectif, tu vois, dans le bien et dans le pas bien. Enfin, je peux me sentir en lien avec d'autres consciences humaines uniques, comme si ça mettait en évidence le côté interdépendant, tu vois, comme si je pouvais être à des centaines, des milliers de kilomètres d'une personne et pourtant je peux me sentir en lien avec elle. À notre échelle d'être humain, on est nous aussi, c'est pas on peut, c'est on est nous aussi, cette conscience unique et individuelle au milieu d'un tout et avec une conscience plus globale en fait. Et il y a comme une double respiration, si tu veux. Il y a ta respiration à toi en tant qu'être humain, et il y a la respiration du tout, du collectif. Et ce que ça me montre aussi, c'est que dans le tout, il y a encore d'autres respirations, puisque ça me montre l'humain, ça me montre le vivant en règle générale, c'est-à-dire là, ça montre un humain, ça montre un arbre, ça montre un animal, ça me montre des bactéries, ça me montre la terre, ça me montre et en fait qu'il y a toutes ces respirations qui existent autour de nous et qu'on la sent en fait, qu'on peut vraiment s'y connecter. Observe les êtres humains aujourd'hui dans cette conscience que tu observes ce qu'on est et comment c'est ressenti aujourd'hui pour les êtres humains sur la planète, ce sentiment d'être unique, est-ce qu'ils le ressentent? Cette connexion au vivant, est-ce qu'ils le ressentent? Alors je dirais non. En fait, là, dans ma sensation physique, au niveau de ma tête, c'est comme s'il y avait un brouilleur. Tu vois, c'est brouillé, quoi. Tu vois, comme si j'entendais pas très bien, je vais pas très bien m'exprimer, je capte rien de spécial. Comme si au niveau de ma tête, là, c'était vraiment brouillé, entouré d'un brouilleur. Et en dessous, le reste du corps,
Et ben, c'est comme si lui, il peut capter les choses, notamment au niveau du cœur, ça me montre. Et en fait, à cause de ce brouilleur, et ben, j'ai pas conscience. C'est comme si ça m'a déconnecté. Ce brouilleur là, il m'a déconnecté de ma conscience d'être unique et de la conscience de ce qui m'entoure, du vivant qui m'entoure. Et en fait, c'est pas vrai pour tout le monde sur la planète. Ça me montre d'autres personnes qui, elles, vont être conscientes de leur conscience unique, mais pas forcément connectées à ou en conscience du reste. Et encore d'autres personnes qui a bien la connexion, qui se sent en soi être une conscience unique et qui observe et ressent la conscience du tout. En fait, ça me montre trois types de profils. C'est comme si, tu vois, en termes de taille, les profils, le premier profil avec le brouilleur qui connectait à rien du tout, ni à lui, ni au tout, il est plus gros. Ça me donne une impression comme si c'était ce qui existait le plus en ce moment sur la planète. Et ensuite, à côté, mais alors vraiment beaucoup plus petit, tu as la personne qui est quand même consciente de sa conscience unique, qui comprend le concept du tout, mais qui ne le ressent pas, qui n'y est pas connecté. Et après, à côté, encore en tout, 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 tout petit, bah, celle qui est connectée à tout. Et donc, c'est comme si c'était la proportion d'êtres humains sur Terre. Et donc, bah, il y en a beaucoup plus qui sont pas du tout connectés, qui n'ont pas conscience de tout ça, que des qui sont connectés et qui sont en conscience du tout. Si je comprends bien dans ce que tu as exprimé au tout début, quand on a ce brouillard où on n'est pas connecté avec nous-mêmes et au tout, malgré tout, notre corps et notre cœur ressent. Oui, C'est comme si on avait un capteur qui continue à fonctionner malgré le fait que c'est brouillé. oui, tout à fait. Ok. Est-ce que ces trois groupes seraient comme des étapes? On passe de complètement brouillé à soi et au tout à connecté à soi et puis ensuite connecté à soi et au tout. Est-ce que c'est des étapes ou est-ce qu'il n'y a pas vraiment d'étapes? Chaque chemin est individuel. Bah, je vais te répondre oui et non parce qu'en fait, ça me montre que ça peut être une étape. Là, ça me montre une personne qui était dans les personnes brouillées et puis progressivement, elle prend conscience de son unicité, de qui elle est. Vraiment, elle prend conscience de son être. Et petit à petit, du coup, elle va prendre conscience des êtres autour, des autres qui sont dans l'être autour, des autres vivants, etc. Donc pour cette personne-là, c'est effectivement des étapes et un cheminement. Mais ça me montre aussi quelqu'un qui est quasiment directement depuis tout petit au dernier stade, on va dire ça comme ça, mais qui depuis tout petit est conscient de lui-même, est conscient des autres autour et ressent bien la connexion au tout, la connexion à soi. Et donc pour lui, il n'y a pas eu d'étape. Tu vois, il est dans l'être comme ça depuis toujours. Et ça me montre d'autres personnes qui sont dans l'être aussi directement en conscience de soi, avec une compréhension du tout, mais sans le ressentir pour autant. Et donc pour eux, oui, il y a une forme d'étape éventuellement. Mais voilà. Ok. Est-ce que tu peux un peu zoomer sur ce brouilleur? Quel est-il? Qu'est-ce que c'est ce brouilleur et pourquoi il est là? Quelle est sa raison d'être? Alors, c'est très complexe, hein. Il y a beaucoup de choses. La plus grosse, mais qu'on ne m'invite pas à approfondir pour le moment, en tout cas. La plus grosse raison d'être, ça me montre les politiques, société. Ce que ça me montre quand même juste, hein, c'est que donc il y a ça qui est une grosse partie du brouilleur, mais avec la nuance que c'est comme si les sphères un peu politiques ou la société en règle générale avaient elle-même fait l'expérience d'observer ce brouilleur
et du coup de l'utiliser à ses fins. Voilà, et j'aurais pas plus d'infos là-dessus, en tout cas pas pour l'instant, mais ça commence par ça pour cette nuance-là qui est importante, c'est-à-dire que cette sphère-là semble être le plus gros du brouilleur, mais en fait c'est devenu le plus gros du brouilleur parce que on a identifié ce qui permettait de brouiller et donc du coup on l'utilise maintenant comme une méthode pour garder les gens, maintenir les gens dans un brouillard, on va dire. Mhm. Alors que sur les autres sphères, il n'y a pas cette notion d'utilisation. Je peux avoir une impression, par exemple, de chemin de vie, un choix d'incarnation, c'est-à-dire on a fait le choix d'arriver en faisant l'expérience d'être un peu déconnecté de soi et de fait de même pas être connecté au tout, et parce que ça fait partie de l'expérience qu'on est venu faire, de venir petit à petit se reconnecter à soi, prendre conscience de notre être vraiment, et petit à petit du coup prendre conscience de ce qui nous entoure et s'y connecter. Donc dans ce brouilleur, il y a cette part-là, la part qui concerne le choix d'incarnation, on va dire, ce qu'on est venu apprendre dans cette vie. Il y en a une autre sphère qui va se connecter à celle du choix d'incarnation d'une certaine façon. C'est-à-dire que euh, au départ, il n'y a pas le choix. Enfin, ça ne correspond pas. On n'était pas nécessairement venu vivre ça. Mais les expériences rencontrées nous ont amené à nous aussi nous retrouver déconnectés de soi. Et comme pour l'autre personne que je viens de décrire, on va nous aussi, tu vois, se relancer sur cette démarche de reconnexion à soi et reconnexion au tout. Donc, mais le point de départ est pas du tout le même. Là, c'est comme si le brouilleur, dans le cas que je viens juste de décrire, c'est comme si le brouilleur, on pouvait l'apparenter aux expériences de vie. Ça me montre là, c'est une petite fille. Donc, quand elle naît, elle est en conscience d'elle-même. Elle grandit, elle a toujours la conscience d'elle-même. Et ce qu'on sent, c'est qu'il y a une première expérience qui met en fragilité, on va dire, cette conscience d'elle-même, puis une deuxième qui va la fragiliser davantage, etc., jusqu'à arriver à un moment où il n'y a plus, tu vois, comme si les expériences lui ont appris à se déconnecter d'elle-même, et donc du coup, elle doit refaire le chemin inverse de reconnexion à soi, petit à petit. Et donc c'est là où où les expériences se rejoignent entre ceux qui, depuis le début, c'est le choix d'incarnation, c'est prévu comme ça, et bim, et ceux où bah bon c'était pas prévu comme ça mais bon bah c'est ça qui s'est passé et donc bah on fait tu vois finalement on se retrouve un peu sur le même chemin à un moment donné. Est-ce que tu peux observer l'histoire terrestre et l'évolution de ce brouilleur? Très étrange. Alors ça me montre à l'époque préhistorique je dirais, il y avait peu de paroles. Tu vois le cerveau est beaucoup moins développé que le cerveau d'aujourd'hui. Mhm. On est chasseur-cueilleur, on est voilà à ce moment-là, l'humain est pleinement connecté à lui et au tout. Il peut sentir l'arrivée d'un animal, par exemple, avant même que l'animal soit sous ses yeux, quoi. Il peut sentir que Mhm. là, il y a quelque chose qui arrive, c'est l'occasion d'aller chasser, ou c'est le moment d'aller se cacher, et il le sent, ce que ça me montre, c'est qu'il le sent longtemps à l'avance. Ça peut arriver qu'il se fasse surprendre, mais globalement, ça arrive pas, quoi. Alors là, moi, tu vois, dans le ressenti, dans la sensation de mon corps, particulièrement au niveau du cœur, je sens comme si je suis en conscience. Tu vois, là, je viens de tuer un animal et je remercie cet animal de me nourrir, de permettre Mhm. à ma famille d'être nourrie. Donc, je remercie son âme, je remercie cet animal de s'être laissé chasser. Donc il y a cette conscience-là. Et du coup,
Donc il y a une connexion aussi dans le respect du vivant et dans la conscience de l'interdépendance, on va dire. Mhm. Et ce que je ressens aussi, c'est qu'à cette époque-là, du coup, on utilise entre guillemets le vivant, mais que l'essentiel en fait. Mhm. Tu vois, ils font pas, ils chassent pas à outrance, ils chassent que ce qu'ils ont besoin. Ils cueillent pas à outrance, ils cueillent que ce dont ils ont besoin. En tout cas, il y a cette, Une recherche d'équilibre. ouais, une recherche d'équilibre et un respect. Comme je te disais, c'est pareil quand toi, ça me montre là quand ils cueillent une plante, qu'elle soit médicinale ou qu'elle soit pour nourrir ou qu'elle soit pour bâtir. Il y a toujours une profonde gratitude et une profonde conscience que c'est un vivant, tu vois, et donc on remercie ce vivant de participer à notre équilibre, etc., avec la conscience que nous aussi, on participe à l'équilibre de ce vivant, avec les déchets qu'on peut laisser, avec le sol, le travail du sol, enfin, tu vois, il y a des... Et donc, on est en pleine conscience du donnant-donnant, tu vois, du Mhm. gagnant-gagnant. Et donc, il y a un profond respect de ça. Et ce que ça me montre, c'est que avec l'évolution, bah, c'est comme si tout ça, ça s'est perdu dans le temps, en fait. Alors, ça se concentre vraiment pour moi, là, visuellement, ça me montre vraiment le cerveau humain qui grossit. Et comme si, dans le développement du cerveau, il y a des sphères, on va dire, qui se sont développées. Ça me montre, par exemple, la sphère du profit. Bah, si je mets en comparaison avec les premiers hommes là que j'observais, on peut retrouver une notion de profit, on va dire, de leur côté, mais qui est toujours guidée par cet équilibre du tout et par ce respect du vivant. Et c'est comme si bah, cette notion de profit qui était déjà existante, avec l'évolution, il y a eu une surconscience en fait de soi-même et une déconnexion avec le tout. Et donc le profit, petit à petit, si je reste sur cette notion-là, on recherche moins l'équilibre, on recherche plus le profit personnel. Dans l'évolution, tu vois, ce que ça montre, c'est que ça monte à son paroxysme, en fait, et c'est comme si aujourd'hui, eh ben, il y avait même plus, tu vois, il y a une recherche, la recherche de profit peut continuer d'exister, mais c'est comme si elle était même plus incarnée, c'est-à-dire que il y a même plus derrière cette recherche de profit la conscience de son individualité, et la conscience du tout. Enfin, il y a même plus rien, quoi. Il y a juste une recherche de profit. Point. C'est même plus incarné, tu vois. Pourquoi est-ce qu'on a expérimenté en tant qu'être humain d'abord une déconnexion au tout, puis une déconnexion à soi, pour le profit ou pour d'autres éléments de la vie actuelle? En fait, j'ai une sensation de point de non-retour. Il fut un temps où on aurait pu faire quelque chose, tu vois. On aurait pu prendre conscience de cette déconnexion et chercher à s'y reconnecter tout de suite. Et du Mhm. coup, ça aurait évité d'arriver à là où on est aujourd'hui. Et à ce moment-là, il n'y a pas eu suffisamment d'actions collectives pour aller dans ce sens-là. C'est-à-dire Mhm. que individuellement, il y a eu des prises de conscience à ce moment-là et il y a des gens qui ont basculé, mais collectivement, enfin, il s'est rien passé finalement. En tout cas, ça donne cette impression-là. Et du coup, bah, c'est comme si l'évolution elle a continué et là, on est à un point de non-retour. Faut aller jusqu'au bout de la connerie, on va dire, pour que ça dégringole et qu'on puisse revenir à une étape de choix et de prise de conscience et de choix de revenir à cet équilibre. Ce qui a justement empêché ce mouvement collectif, c'est que il y a des instances, on va dire ça comme ça, qui avaient déjà commencé à observer cette déconnexion. Et comme je le disais au début en parlant de la société, les politiques, la société, on commençait à y voir un intérêt de maintenir, d'encourager et de maintenir les personnes dans cette déconnexion pour obtenir des choses. Donc il y a une forme de manipulation là à ce moment-là. Ça, c'est dans l'histoire qui se raconte dans chacune des
incarnations, même ces politiques ou ces êtres qui prennent du profit sont des êtres incarnés. Qu'est-ce qui fait que, en tant que conscience, on vient s'incarner dans ces expériences-là? En fait, ils sont eux-mêmes brouillés, hein. C'est comme s'ils étaient... C'est marrant, ils sont à la fois acteurs et victimes. Alors, j'ai une impression de rendre service au collectif qui me vient au départ. Mhm. Et donc, comme un choix de faire le choix de prendre ce personnage politique qui va manipuler l'esprit des gens, on va dire ça comme ça, pour faire grandir le collectif. Donc il y a comme un acte de dévouement et un acte d'amour au départ qui se perd au fur et à mesure de l'incarnation, qui se perd complètement et c'est comme si c'est l'arroseur arrosé quoi, tu vois. Je sais pas comment. Et en quoi ce choix d'incarnation fait évoluer, tu dis, la population? Parce que là, tu as vu, ils installent un brouilleur. Ben, parce que en fait, au départ, c'est pour ça qu'il y a cette impression de à la fois acteur et victime. C'est très étrange. C'est comme si au départ, ce choix d'incarnation, c'était justement pour permettre au collectif une prise de conscience et de permettre tu vois, comme si un peu le côté je suis l'élu et c'est moi qui vais permettre à en tout cas mon incarnation va permettre et mes actions dans cette incarnation vont permettre au collectif de revenir à l'équilibre. Mhm. Donc ça, c'est le point de départ. C'est ce qui fait qu'on choisit cette incarnation. Et très très vite, dans l'incarnation, ça disparaît. Hein. Il se passe quelque chose aussi où du coup, ils deviennent ceux qui maintiennent et en fait, ils réussissent pas du tout ce pourquoi ils avaient choisi de s'incarner initialement, tu vois. Qu'est-ce qui fait qu'ils ne réussissent pas? Alors, j'ai le mot ego qui me vient avec une impression comme si il y a des rôles qui se sont inversés dans le sens où quand ces personnes s'incarnent, l'âme, avec cette conscience d'œuvrer pour le collectif par amour, par bienveillance, etc., elle a une certaine circonférence, on va dire. Ok, c'est un bloc de 15 cm de diamètre, je sais pas. C'est juste parce que j'ai du mal à... C'est pour illustrer ce que je perçois. Et l'ego qui existe, c'est une brindille à côté de cette sphère de l'âme. Et c'est comme si à un moment donné, les rôles s'inversaient. C'est-à-dire que l'ego devient de la même dimension que l'âme initialement, et l'âme devient une brindille à côté. Donc elle fait plus le Mhm. poids, tu vois. Et c'est l'ego qui prend le dessus. Il y a un inversement de rôle. Qu'est-ce qui permet à l'âme de garder sa place et à la brindille de garder sa place dans le contexte actuel? Eh ben, ça me ramène en mon centre et ça me bouche les oreilles. On est vraiment sur ce choix particulier d'incarnation, hein. Mhm. Euh, et donc j'ai vraiment, si tu veux, comme si je bouche mes oreilles et je regarde mon cœur. Et je reste consciente et en connexion avec mon cœur. Ouais. Et le bouchage d'oreilles, c'est comme si c'était pour ne pas entendre, pas recevoir des ondes, des informations, j'en sais rien, des énergies qui pourraient me faire dévier, tu vois, de ce chemin. Mhm. Petit à petit, tu vois, on peut relever un peu la tête. Alors, on garde les mains sur les oreilles, mais on lève un peu la tête, on commence à regarder à droite, à gauche. Puis il y a quelque chose qui fait un peu envie, qui a l'air joli. Alors on y va, puis on enlève une main de l'oreille pour le toucher, pour le prendre, et puis hop, ça y est, le système est parti. Et petit à petit, bah, les rôles s'inversent. On est vraiment sur, enfin, je le répète, hein, c'est vraiment sur ces incarnations spécifiques, politiques, ou, enfin, tu vois, parce que ce que Mhm. j'observe, c'est que en dehors de cette mission-là, c'est pas du tout le même mouvement. Enfin, il y a quand même des différences. Ok.
Donc aujourd'hui, ce sujet nous est venu spontanément. Tu parles de cette population, cette société qui vit ce brouillard, en sachant que leur corps et leur cœur sont toujours connectés. Tu parles d'un point de non-retour. Pourquoi tout ça nous est présenté là maintenant? Quel est le message? Le message, il est que il y a beaucoup de désespoir, il y a beaucoup de personnes qui se sentent seules, qui se sentent seules alors qu'elles sont très entourées et qui ne voient pas d'issue positive à ce monde et qui sont désespérées de ça. Mhm. Que ça génère beaucoup de tristesse et de préoccupation. Et l'idée, c'était de répondre à ces préoccupations en ouvrant sur cette conscience que, en fait, le pouvoir nous appartient et qu'il est déjà là. De prendre conscience que notre corps, lui, est toujours connecté au tout et reçoit toujours les informations et qu'on peut faire le choix de se reconnecter à tout ça. Ce que ça me dit aussi, c'est que d'avoir cette démarche de reconnexion à soi et au tout, ça revient à reprendre les rênes de sa vie, dans le sens de... Donc là, ça me montre tu vois, comme un roseau qui jusqu'à maintenant vacillait en fonction des vents, en fonction de ce qui était, tu vois, en fonction des vents. Et là, ça me montre que ce roseau, il ne bouge plus, il plie quasiment plus. Il y a juste sa petite pointe au-dessus de feuilles qui bougeotte, mais tout le reste ne bouge pas. Et donc reprendre les rênes de sa vie en main et cette reconnexion, elle permet ça en fait. Ce que ça me montre, c'est que probablement ça changera pas la politique à proprement parler ou les dérèglements en tout genre, enfin tu vois, mais par contre ça aura un impact très très puissant dans le quotidien, dans Mhm. la matière quotidienne des gens, et que c'est comme ça, c'est par là que les choses changeront en fait. Euh, Ce sujet, il est venu comme pour orienter notre regard vers ce qui, L'intérieur. vers l'intérieur et ce qui permettra ce changement. Et là, ça me dit aussi que c'était pas anecdotique de commencer par la goutte d'eau dans la mer, parce que ce que ça me dit, c'est que si on se ressent nous-mêmes une goutte d'eau dans la mer, alors on peut être la mer et on Mhm. peut être la vague. Parce qu'en gros, ça me dit qu'il y a des personnes qui, si on reprend l'exemple des vagues, donc là, ça me montre des personnes qui se font engloutir par la vague, des personnes qui surfent sur la vague, et là, ça montre une personne qui est la vague. Et en fait, il n'y a pas du tout le même résultat et le même ressenti. Et donc, revenir à la conscience de soi, à la conscience du tout, reprendre les rênes de sa vie, c'est apprendre à être la vague et où du coup on va observer qu'il y aura plus d'efforts à fournir particuliers, il y aura juste à être et que c'est comme ça qu'on changera le collectif. Quand tu dis point de non-retour, finalement, si chaque être humain se reconnecte à soi et au tout, il y aura un basculement. Il y aura un basculement, mais qui viendra de l'intérieur. Le point de non-retour, il est sur la société telle qu'on la connaît aujourd'hui. Là-dessus, il y aura un point de non-retour sur l'extérieur, tu vois, sur Mhm. comme un engrenage là dans lequel on est mis. En fait, ce que ça me montre, et tu vois, ça me refait une image de mer, de vague, c'est que le point de non-retour, il est sur bah, le haut de la vague. La vague, elle va s'écraser sur la plage, ok? Mhm. Donc tu as la vague qui est en train de se former avec l'écume, etc. Et ça va venir s'écraser sur la plage, sur le sable. Donc ça, c'est le point de non-retour. C'est inévitable, c'est ça qui va se produire. Par contre, ce que ça me montre, c'est que en dessous de cette vague, qui de l'extérieur
Elle est créée, c'est comme ça, et Destructrice. elle va aller jusqu'au bout de ce qu'elle a, du moment où elle s'est créée jusque sur la plage. Mais sous cette vague, dans les profondeurs, ça ne bouge pas. Mhm. C'est pas impacté par cette vague. Et en fait, le changement que tu entends, il est dans cet intérieur-là. Le point de non-retour, il est sur l'engrenage dans lequel les sociétés, le monde entier s'est mis. Et ça, bah, c'est voué à s'écraser comme une vague sur la plage, quoi, tu vois. Mais là où il y a un point de retour, du coup, c'est sur cette capacité que l'humain a de pouvoir revenir dans ses profondeurs et ne pas être touché, tu vois, par cette vague et rester au calme au fond. Justement, c'était ma question. Euh, si tu peux observer concrètement quelqu'un qui est dans cette connexion de l'humain mais du tout et qui observe ces événements de la société qui sont assez violents. On parle de guerre, on parle de guerre économique, de tension, de peur. Comment est-ce qu'il vit ça à l'intérieur? Comment il observe ce monde qui s'agite autour de lui en étant connecté à soi et autour? En fait, je ressens une grande confiance, une grande sérénité dans mon ventre là et dans mon cœur. Je me sens très très stable, très très solide à l'intérieur. Et la confiance, elle est liée à la conscience justement que chaque humain peut agir. C'est quoi cette action concrètement? Certains vont peut-être se dire, ben, je dois me battre contre le système pour ramener autre chose. Je dois... Non, non, pas du tout. La seule action à mener, c'est de revenir dans l'être. Comme si on était trop dans le faire et on était trop à l'extérieur de soi. Et donc, c'est de revenir dans être et dans à l'intérieur, quoi. Je vais essayer de te guider un peu plus dans le concret. On peut venir dans notre société où on a plein d'injonctions, d'impositions, que ce soit au niveau de l'État ou au niveau des organisations. Si ça résonne pas en moi, je suis dans un état d'être et on m'impose quelque chose qui ne résonne pas avec moi-même. Comment est-ce que je peux garder ma souveraineté, ma connexion à moi, ma connexion au vivant? Et ça me montre un mouvement de regard à l'intérieur de soi, en fait. Ça me remonte comme le mouvement que je te décrivais tout à l'heure, comme si je me bouche les oreilles et je regarde en mon cœur, à l'intérieur de moi. En fait, ce mouvement de regarder à l'intérieur de soi, c'est ça qui garde la souveraineté de soi-même. À nous de voir, il y a des situations où on peut tout à fait rester souverain, rester en connexion à soi, dans, j'en sais rien, faisant un job, par exemple, qui nous fait pas vibrer. C'est possible, c'est OK. Et puis, il y a d'autres situations où on sent bien que pour être dans cette souveraineté, garder ma souveraineté, je vais devoir changer de travail. Ce travail Mhm. je ne peux pas le faire tout en étant souverain. Ce n'est pas possible. Donc en fait, c'est difficile de répondre à ta question parce que là, c'est propre à chacun. Chaque cas est unique et on ne peut pas se comparer parce que tu as des personnes qui peuvent tout à fait conserver leur souveraineté en effectuant un job qui, a priori, ne va pas dans le sens de leurs valeurs ou qui ne va pas dans le sens, tu vois, si moi je regarde ça de l'extérieur, je me dis, bah, c'est pas possible. Comment une personne qui est comme ça peut faire ce type de travail? Ça marche pas. Et pourtant, si, ça me montre des personnes qui ont tout à fait la capacité d'être et d'être dans leur souveraineté tout en faisant un job qui, a priori, va à l'encontre de ça. Et à l'inverse, il y a tout enfin, et son contraire, j'ai envie de dire, parce que chaque personne est unique et on n'a pas le même seuil d'acceptation des choses, on n'a pas la même histoire aussi, le même chemin de vie, et donc c'est pas comparable. Ok. Et donc, cet état
de roseau qui ne flanche pas, c'est une paix intérieure finalement. Si je suis dans un sentiment de combat par rapport au système, je ne suis pas ce roseau Tout à fait. solide. Non, Ok. tout à fait. Donc on peut ressentir cette connexion au tout quand on est dans cet état de paix intérieure, que le vivant est plus fort que tout. Oui. Ok. Et on arrive progressivement au bout. Ma dernière question, c'est concrètement, comment est-ce qu'on peut se reconnecter à soi et au tout? Finalement, on est dans la quête de sens qu'on entend beaucoup aujourd'hui. Ça m'invite à revenir à ce que j'aime. Et du coup, à me poser la question, c'est quoi que j'aime, moi? Et donc, cette démarche-là, de chercher à me connecter à ce que j'aime et à ce qui me fait vibrer, de partir à la recherche de, alors c'est quoi? Et une fois que je trouve de me donner du temps, pour m'y connecter, tu vois, ça peut être très progressif, mais en gros, c'est ça. Concrètement, c'est ça la démarche. Revenir à ce que j'aime, à ce qui me fait vibrer dans la vie. Ça peut être la lecture, ça peut être le scrapbooking, ça peut être la musique, ça peut être les balades en nature, ça peut être faire du vélo, ça peut être voir mes petits-enfants, ça peut être tout. Vraiment, tout est possible. Simplement, c'est de revenir à cette question à soi-même. Tu vois. Ok, c'est quoi que j'aime être et faire, tu vois, là, ça me montre quelqu'un quand elle fait des promenades en nature, c'est comme si il y a la tête s'arrête, tu vois, son cerveau s'arrête et elle est juste dans son corps et dans la contemplation de ce qu'elle découvre. Et à ce moment-là, elle est ce roseau qui ne flanche pas, tu vois. Et ça me montre une autre personne, elle, c'est la peinture. Ça me montre une autre personne où pour elle, bah, c'est la lecture de récits historiques. C'est ça qu'il aime. Et quand il est là, quand il est dans sa lecture de récits historiques, il est dans l'être. Tu vois, son être vibre parce que c'est le bon endroit pour lui. Et donc là, à nouveau, je peux pas donner de réponse précise parce que c'est propre à chacun, mais c'est vraiment d'aller se poser la question et se regarder vraiment soi. Et ça va passer par le faire parce on est conditionné en tant qu'humain depuis des années et des années et des années et des années à être dans le faire. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup d'exemples avec des choses à faire de la peinture, lire un livre, etc. Ça va passer par le faire, mais ça nous invite vraiment pendant qu'on fait, à ressentir dans mon être ce que ça me fait. Peut-être je vais ressentir que ça pétille à l'intérieur, peut-être je vais ressentir comme si mes cellules, elles se mettaient à respirer, comme si j'avais une bouffée d'air, comme si mes épaules, elles se libéraient, comme si j'en sais rien, quand je fais cette activité ou cette action, je me sens joyeuse, légère comme une plume, enfin, tu vois. Et voilà, ça va être ça notre guide en fait. En fait, c'est faire ce qui nous fait vibrer et ressentir cette vibration. Il y a cette Oui, pleine présence dans cette activité qui nous ramène à notre cœur et à notre corps et à ressentir ce qui se vit à l'intérieur de nous, en fait. oui, tout à fait. Ok. Est-ce que tu as un dernier message? Ça me dit juste, c'est plus simple qu'il n'y paraît. Et ça nous encourage vraiment à retrouver de la simplicité. En fait, c'est plus simple qu'il n'y paraît. Ça me redit ça. Oui. Super. Merci beaucoup à toi et merci pour votre écoute. Envie de soutenir les clés de l'être? Likez ce podcast et abonnez-vous à la chaîne. Si ce sujet vous touche et que vous souhaitez explorer ce qui se joue en vous, contactez-nous à l'adresse lesclésdelettre@gmail.com pour une session personnelle en télépathie accompagnée, véritable voyage libérateur vers votre harmonie intérieure. À très bientôt pour de nouveaux podcasts des clés de l'être.